passe au module 4, mais avant, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la hiérarchie des moyens de contrôle. Les amis, des questions par rapport à la hiérarchie. Donc, est-ce que c'est clair? Très bien. Alors, on passe à la compréhension des responsabilités. Donc, on a vu que l'employeur il détient, quand se met en anglais, duty holders, donc c'est une personne qui détient une certaine responsabilité vis-à-vis de ses employés et toute personne, ce qu'on appelle les stakeholders ou les personnes exposées, donc dans un autre cadre, on appelle ça les parties prenantes, donc toute personne, qu'elle soit physique ou morale, qui s'estime impacté par les activités de l'employeur. Donc l'employeur, il a une responsabilité vis-à-vis de ces gens. Et ça, c'est par exemple dans le cadre de la ISO 45001, c'est ce qu'on va identifier dans le chapitre 4 d'évaluation ou d'identification des parties prenantes. Donc une fois les parties prenantes identifiées, donc voilà, on peut connaître nos responsabilités. Donc, qu'est-ce que la loi principalement demande d'un employeur? Donc, comme on a dit, le duty holder. Duty holder, c'est généralement, il y a deux grandes catégories de duty holders, des gens qui détiennent une responsabilité vis-à-vis d'une autre partie, sans qu'ils soient, par exemple, dans un cadre réglementaire, dans un cadre contractuel. Voilà. Yes. Donc, sans qu'il ne soit dans un cadre contractuel, il y a deux grandes catégories de duty holders. Il y a les employeurs par rapport à leurs employés. Donc, on a vu la dernière fois, c'était le cadre du commettant vis-à-vis de leur préposé. Ça veut dire une personne que dans un cadre où il exige une activité qui soit réalisée d'une manière déterminée. Donc, ça, on appelle en anglais, c'est un terme juridique, le duty holders. Un autre duty holder dans le cadre de vos activités de santé et sécurité au travail, c'est le fabricant. Le fabricant de produits ou de services, c'est un duty holder également. Il détient une responsabilité d'assurer un produit en sécurité et un service en sécurité. Au Maroc, par exemple, c'est la loi 2409 qui exige que les produits soient fabriqués dans un cadre sécurisé. Et là, donc, si un utilisateur de produit est blessé par rapport lors de l'utilisation de ce produit, il peut bien sûr demander la réparation auprès de ce fabricant s'il estime que des exigences de sécurité des produits n'ont pas été appliquées. Donc, au Maroc, c'est au-delà des produits alimentaires qui sont gérés par un autre cadre, par notre administration en ça. Donc, au-delà de ce cadre des produits alimentaires et autres produits pharmaceutiques, donc toute autre catégorie de produits, il est cadré par cette loi 2409. Et voilà, dernièrement, on a vu l'apparition du marquage marocain, donc le CM il y a ce qu'il appelle le CMIM, il y a le CMIM, donc c'est un marquage marocain de sécurité des produits. Aujourd'hui, il n'est applicable que dans les produits électriques basse tension, les produits électromagnétiques et les jouets d'enfants. Donc, c'est là où vous allez trouver ce marquage. Et ce marquage, c'est lui qui assure la sécurité du produit, qui prouve que le produit a été fabriqué dans le cadre d'un processus bien géré, sécurisé. Sinon, vous pouvez également utiliser les autres marquages de sécurité, notamment le CE, le fameux CE, la conformité européenne. Il y a la conformité chinoise qu'on peut utiliser également. Je ne sais pas d'autres conformités britanniques, mais pour vous, c'est l'un des exigences hein, de s'assurer que chaque produit que vous utilisez est sécurisé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le duty holder. Donc, une personne qui détient une responsabilité. Et bien sûr, la loi, c'est là, on a dit qu'il sets boundaries. Ça veut dire il met en place des barrières. Il cadre l'activité de ces personnes pour qu'il assure sa sécurité.
Euh, donc, par rapport à ce fabricant, donc bien sûr, il y a la loi, donc c'est la loi 2409 par rapport aux fabricants de produits et des services. Et par rapport à un employeur, évidemment, il y a dès la mise en place d'un cadre industriel, par exemple, vous devez vous aligner avec l'une des, plus ou moins l'une des lois les plus anciennes au Maroc, c'est la loi sur les établissements classés de 1914. Si votre établissement est un établissement classé, ça veut dire un établissement insalubre, dangereux, donc il faut obtenir une autorisation. Et tout ça, vous allez le découvrir, par exemple, dans le cadre où vous allez aller chercher auprès de l'agence urbaine une autorisation de construire. Donc, le moment où vous êtes une entreprise et vous voulez construire un bâtiment pour abriter vos activités et bien sûr vos employés, on va vous demander d'avoir une autorisation pour construire et par la suite une autorisation, un certificat de conformité. Donc là, l'une des exigences minimales à respecter, c'est la sécurité incendie de votre bâtiment. Et là, bien sûr, il y a des agréments, il y a des études à faire, la notice de sécurité incendie qui doit être réalisée, faire partie du dossier d'obtention de l'autorisation. Sinon, vous ne serez pas autorisé à construire. Et par la suite, si vous n'êtes pas conforme, vous ne serez pas autorisé à exploiter, hein, à fabriquer. Parce que le certificat de conformité, c'est elle qui assure le certificat d'exploitation. Donc tout ça dit que la loi, il est là pour mettre en place un cadre par rapport à ce qu'on appelle des dangers raisonnablement prévisibles, hein, reasonably foreseeable. Donc c'est également des termes juridiques dans le cadre de l'OSHA, par exemple, ceux qui participent également dans la formation OSHA, on va découvrir également ça. L'OSHA qualifie ça de Recognized Risks and Hazards, les dangers reconnus. Il liste même la liste des dangers reconnus. Donc, si par exemple, un danger juste d'une manière raisonnable, hein, une personne raisonnable peut dire, voilà, donc c'est un câble qui se trouve dans un passage piéton, donc c'est tout à fait normal qu'une personne, par inadvertance, il va se trébucher dans le câble et chuter. Donc, c'est tout à fait normal. Et ce que la loi va demander, ce n'est pas d'éliminer, hein, ce n'est pas de faire quoi que ce soit qui dépasse les capacités de l'employeur, mais on va voir il y a également le même terme qui s'applique. Donc, par rapport à cette qualification de danger raisonnable, ou de danger foreseeable hazard, il y a des règles. Donc, et le premier, c'est ce qu'on appelle le common knowledge, la connaissance commune. Donc, une connaissance commune, ça veut dire toute personne qui a majeur et vaccinée, normalement apte à déceler, déterminer que cette activité, la personne est susceptible de chuter. Donc voilà, c'est un danger, c'est une situation de travail dangereuse. Donc on n'a pas vraiment besoin que ça soit écrit dans le cadre ou identifié dans une norme. Industry knowledge, donc ça, c'est une connaissance du secteur d'activité de l'employeur, parfois cité dans le cadre normatif et parfois identifié dans le cadre d'associations d'employeurs dans un secteur donné. Par exemple, en France, il y a les comités techniques qui vont publier des recommandations pour dire, voilà, les dangers qui sont liés à notre secteur d'activité. Il y a plusieurs comités techniques qui touchent plus ou moins l'ensemble des activités et qui identifient l'ensemble des dangers par rapport à un secteur donné et proposent même parfois des certifications pour que les employés soient en mesure de déceler, de détecter ces dangers et mettre en place des actions nécessaires pour les contrôler. Par exemple, l'une des recommandations que vous connaissez peut-être, c'est la recommandation 489. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ces lettres-là, R489? Est-ce que vous l'avez vu quelque part? Le chiffre.
Vous l'avez vu peut-être, vous ne vous rappelez pas encore de quoi il s'agit, mais probablement, had le code HADA, vous l'avez vu. Ça fait maintenant 5 ans, 10 ans que vous faites la sécurité. À un moment donné, dans l'une des documents, vous avez vu les 400, le R485, R489, n'est-ce pas? Hein? Non? Jamais? Est-ce que vous avez vu le terme CACES quelque part? Ça Ou vous dit le- quelque chose, le CACES? je pense que Oui, c'est oui, avec les chariots élévateurs. Oui, exactement. exactement. Oui, c'est ça, exactement. Donc, le CACES, c'est le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Pas uniquement les chariots élévateurs, mais tout moyen de manutention. Tous C'est les ça. moyens de manutention, les engins de chantier font l'objet d'une certification qui n'est pas obligatoire, qui n'est pas réglementaire. Donc, c'est une certification qui est proposée par un organisme français qui est le CNAM-TS. C'est l'équivalent à notre CNSS parce que c'est eux qui payent. Et c'est toujours, vous allez voir ça, que il y a beaucoup d'informations disponibles chez les sociétés d'assurance. Il y a même ceux qui sont devenus des piliers majeurs de la sécurité. La FM Global, par exemple, dans la sécurité incendie, c'est une société d'assurance. Hein. La FM Global, maintenant, une grande partie de vos installations de sécurité incendie sont réalisées conformément aux règles de la FM Global. Par rapport à notre cas, du CACES. Le CACES, c'est un certificat du CNAM TS. Comme j'ai dit, c'est la Caisse de sécurité nationale française qui a mis en place une certification LH, parce que les accidents en relation avec les chariots élévateurs et les appareils de levage, c'est généralement des accidents complétés. C'est généralement des accidents, s'il vous plaît, les amis. Les accidents de... Très, Oui, très dangereuse. très Des accidents dangereux. qui peuvent Grave. ouais, Ouais, très dangereux. Grave. très Jamais, grave, oui. vous n'allez Grave. jamais entendre un accident de chariot, de chute de manutention par ballon électrique et la personne a été blessée au niveau de la main, une petite blessure. C'est généralement la personne a trouvé la mort, donc un accident La grave mort, oui. fatal Grave. ou amputation ou vraiment c'est la moindre interaction avec ce type d'engin c'est grave, hein, c'est généralement grave. Donc, il y a généralement pas, c'est rare où vous allez avoir de l'interaction et vous allez avoir des petites blessures. C'est la raison pour laquelle, étant un organisme impliqué, donc qui dit accident grave, il y a beaucoup d'argent qui doivent être versés depuis la CNAM, depuis les caisses d'assurance sociale. Donc, ils ont dit, voilà, c'est l'une des secteurs avec lesquels on doit commencer et vraiment s'assurer que le travail est exécuté en sécurité. Et c'est là où on a vu l'apparition du CACES par ce fameux CNAM-TS en collaboration avec le COFRAC, qui est l'organisme d'accréditation. Il y a beaucoup de technicité, de normalisation là-dedans, mais l'idée, c'est que pourquoi j'ai cité tout ça? Pour vous dire que les risques ou les dangers, ils étaient déjà cités par un comité technique national dans le cadre d'une recommandation qui s'appelle la recommandation R489. Donc l'information existait. Hein, et les entreprises qui travaillaient dans le secteur de logistique, de manutention, de chantier de travaux, de autres types de manutention, nécessairement doivent utiliser ce type de document qui est le R489 par exemple, pour identifier tous les dangers liés à la manutention. Alors, c'est pas toujours facile et c'est la raison pour laquelle la CNAM a demandé, a fait ce travail de certification, donc a rendu cette information qui était normalement juste disponible volontairement, hein, et a mis en place un cadre de certification. Donc aujourd'hui, ça ne demande pas une formation. Hein, le CACES, ce n'est pas une formation, c'est une certification. Donc, ça veut dire qu'une personne peut, s'il justifie qu'il a la qualification, il a l'expérience nécessaire, il peut passer
là le CACES. Donc, c'est les organismes qui font déjà le test, qui sont accrédités, ne s'appellent pas des centres de formation, ils s'appellent des des organismes testeurs. Donc, c'est une personne qui s'estime qu'il a les compétences, soit par expérience, soit par self-learning. Donc, il a étudié la recommandation, il a bien compris, il conduit depuis X temps. Voilà, il peut aller passer le CACES. Donc, il n'y a pas de restriction ou de prérequis de formation. Euh, Ça a été détourné par la suite par plusieurs organismes de formation qui ont rendu ça comme étant une formation. Mais sachez-le, ce n'est pas une formation, c'est une certification pourquoi? Pour que l'employeur justifie que vraiment dans ce secteur de knowledge industriel dont on a l'information, voilà, moi j'ai fait ce que je sais et mes employés, ils ont la connaissance eux-mêmes de comment conduire en toute sécurité. Et le dernier foreseeable risk, c'est le knowledge des experts. Donc, il y a parfois des connaissances qui ne sont pas détenues ni par le commun des mortels, ni par vous, ni moi, mais qui nécessitent un savoir technique. L'exposition à un rayonnement ionisant, donc vous ne pouvez pas identifier ça à l'œil nu, donc vous devez faire appel à des experts et c'est généralement, vous allez remarquer que ce genre de knowledge, lorsqu'il s'agit d'expertise, c'est là où on va voir l'apparition de ce qu'on appelle les organismes agréés, les organismes accrédités, parce que on doit s'assurer de l'expertise. Donc, on ne peut pas juste identifier le danger par le simple connaissance de l'industrie. On peut noter, par exemple, que dans notre industrie, il y a du bruit, mais on ne sait pas exactement quelle est sa nature, sa durée. Donc, on doit faire appel à des experts. C'est généralement des laboratoires d'inspection, de mesures, de contrôle qui ont des experts. On ne peut pas savoir la dose à laquelle nos employés sont exposés d'un produit chimique. Donc, on doit faire appel à des experts. Et comme j'ai dit, généralement, vous allez remarquer ça, que là où on a besoin de l'expertise, il est géré par un cadre légal et réglementaire. Donc, vous aurez l'information comment faire pour faire appel à un expert. Et c'est là, je sais pas, on a parlé ça, si je me rappelle la dernière fois, on a parlé que notre réglementation marocaine qui vient de voir encore une fois le jour dans un cadre du décret 22630 sur la sécurité des machines, a raté un point qui est l'expertise interne des sociétés. Donc, il parle d'une manière, on sait comment trouver la qualification et l'expertise dans le cadre d'un cabinet externe, mais on ne sait pas exactement de quelle expertise la personne qualifiée en interne pour vérifier les machines doit avoir. Hein. Euh, Comment le justifier? Parce que parfois, on a la qualification et on a la compétence. On peut avoir une personne compétente, mais qui n'est pas qualifiée parce qu'il n'a pas la certification nécessaire. Ça veut dire on n'est pas sûr. Il est compétent, mais on n'est pas sûr. Et c'est là où peut-être il y a eu une erreur au niveau de la réglementation pour déterminer c'est quel type de qualification, de certification pour que la personne soit experte et autorisée par l'employeur pour faire le contrôle des machines qui est considéré nécessitant un expertise. Donc voilà, donc as a duty holder, comme étant une personne qui détient une responsabilité, vous êtes dans l'obligation d'évaluer les reasonable foreseeable risks, ça veut dire les risques qui sont raisonnablement prévisibles, et ensuite, bien sûr, les réduire d'une manière raisonnablement praticable. Donc, excusez-moi, donc raisonnablement praticable, ça veut dire pas que tu vas construire un chemin de câble enterré. Hein, on va pas venir vous demander ça, mais au moins, c'est d'éviter que le câble passe dans un passage piéton et qu'il soit écarté de la zone de danger. Donc, et vous pouvez continuer à travailler normalement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle reasonably practicable. C'est la règle de la hiérarchie des moyens de contrôle. Si vous dites que dans mes moyens, en tant que petite entreprise, je n'ai pas les moyens pour vraiment
mettre en place un chemin de câble enterré, tout ça. C'est tout à fait normal et c'est autorisé de travailler avec des rallonges. Donc voilà, donc je vais continuer à travailler comme ça. L'essentiel, c'est que ce risque qui était raisonnablement prévisible, je l'ai éliminé. Alors, si vous ne respectez pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous allez être contrôlé pour infraction. OK? Donc, comme je sais pas est-ce qu'on a parlé de ça, donc la, aujourd'hui, la Convention internationale C155, dans son article 9, il demande à tous les États de mettre en place un cadre réglementaire d'organismes d'inspection du travail. OK? L'organisme d'inspection marocain rattaché bien sûr comme service au ministère du Travail n'est pas le fruit du hasard, n'est pas le fruit d'une réflexion juste interne, mais c'est vraiment une exigence internationale. Donc c'est une ratification de convention qui demande au pays d'avoir une inspection. Ça veut dire une personne qui va contrôler. Donc c'est une personne qui représente l'État et qui va venir contrôler est-ce que le duty holder, est-ce que l'employeur respecte toujours les exigences au moins réglementaires. Sinon, il a complètement l'autorisation de faire, bien sûr, un procès et de faire un appel au tribunal pour que la personne soit jugée. Alors, dans le cadre d'une affaire au tribunal, dans le cadre d'une poursuite au tribunal, il y a principalement deux cadres. Vous pouvez être impliqué dans ce qu'on appelle le cadre pénal, hein, le criminal law. Et là, c'est principalement lorsqu'il s'agit d'une infraction, peu importe est-ce que l'infraction a causé un accident, et c'est là, c'est aggravé, ou une infraction par rapport à une loi découverte dans le cadre d'une inspection programmée ou je sais pas, on a parlé beaucoup en détail de ça dans le cadre de l'OSHA parce que c'est très poussé, ou dans le cadre d'une inspection non prévue, non programmée, par exemple, suite à une plainte déposée par les salariés ou suite à un accident de travail ou peu importe, mais l'essentiel, c'est que ce fameux monsieur inspecteur a découvert un certain nombre d'infractions par rapport à un cadre légal. Dans le cadre de la loi britannique, par exemple, c'est Health and Safety Act at Work de 1974, ou toute réglementation qui vient renforcer la loi. Donc, une réglementation technique, par exemple, qui touche le travail, une mauvaise déclaration d'accident de travail, l'essentiel, tout ce qui considère, tout ce qui ne respecte pas la loi pourra faire l'objet. Donc, l'inspecteur ne va pas directement procéder à ça. Donc, il va dans un premier temps adresser une lettre de mise en demeure. Il va demander la correction, peut-être s'il s'agit d'une première infraction, mais bien sûr, lorsque l'employeur ne s'aligne pas, ne veut pas répondre à l'inspecteur du travail, donc c'est lui l'entité légale autorisée par la loi à faire cette poursuite auprès du courts, auprès du tribunal, de dans un premier temps, s'il n'y a pas d'un tribunal spécial dans le pays, je ne sais pas le cadre légal des tribunaux ailleurs que le Maroc, les États-Unis et le Royaume-Uni, c'est là où je connais un peu le cadre, mais ailleurs, je ne sais pas s'il se peut y avoir un tribunal spécial dans le cadre du travail, mais généralement, dans le cadre marocain, c'est le tribunal de première instance qui va poursuivre Hada ou faire une convocation de l'employeur, bien sûr, pour voir l'infraction et infliger des pénalités s'il y a lieu. Mais l'idée, c'est que l'inspecteur va se baser sur ce qu'on appelle des arguments factuels. OK, donc c'est suite à sa visite. Ce n'est pas uniquement, par exemple, il a reçu une plainte d'un représentant des employés, il va faire cette poursuite judiciaire. Non, il doit y avoir vraiment une visite où il a constaté par de l'observation
par la documentation, il a constaté par exemple l'absence d'un contrôle réglementaire d'un appareil sous pression. Donc il a, ou par l'entretien avec bien sûr les employés ou les représentants de l'employeur, il a la preuve du non-respect. Et voilà, donc bien sûr les sorties de ce processus, si on peut l'appeler processus, donc il a suffisamment d'arguments, donc possible l'emprisonnement des personnes impliquées, des personnes qui détiennent la responsabilité de ces actions. Euh, Ça va être dans un premier temps, bien sûr, l'employeur comme entité légale, comme entité morale, mais il a le droit de recours, bien sûr, contre tout employé, notamment le directeur général, et lui, par la suite, il va céder cette responsabilité s'il pense que lui, il a fait ses obligations, mais que l'un de ses directeurs d'exécutif, d'un directeur du site qui n'a pas respecté, donc, et ainsi de suite. On peut même atteindre un niveau de management, même de chef d'équipe qui n'a pas respecté les consignes. Donc, lui aussi, s'il a pris ça dans le cadre d'une décision personnelle, donc il peut être poursuivi. Voilà, les poursuites, bien sûr, c'est possible l'emprisonnement et voilà, des fines, des amendes qui sont tous liés à un cadre pénal. Dans tous les pays, nous avons deux cadres de loi qui répondent au non-respect des règles. Il y a la loi pénale et la loi civile. Et au sein de chaque réglementation, au sein de chaque loi, vous allez voir que après chaque article, il y a des clauses, il y a des articles pénals. Ça veut dire que si vous ne respectez pas ça, si vous ne respectez pas la règle, voilà les amendes qui vont être infligées au non-respect. Et une simple infraction, par exemple, le non-déclaration de cet accident, par exemple, ce monsieur normalement qui a subi un accident de travail et qui n'a pas été déclaré conformément à la procédure légale, par exemple au Maroc, la loi 1812, donc la personne n'a pas été déclarée correctement, donc c'est une infraction pénale. Susceptible d'une amende de 15 000 dirhams que l'employeur doit payer parce qu'il n'a pas fait correctement la déclaration auprès de l'administration publique, auprès de l'assurance, auprès de la personne. Il doit remettre un document à la personne pour la prise en charge, donc c'est un document de déclaration. Si cet employé, si il y a suffisamment d'arguments que cet employeur a reçu l'information correctement, mais qui n'a pas remis les documents nécessaires et n'a pas procédé à la déclaration correctement, bien sûr, on va le punir par une amende minimum de 15 000 dirhams par infraction, par document non remis. La deuxième possibilité de poursuite judiciaire, c'est dans le cadre, ce qu'on peut qualifier le cadre civil. Hein, le cadre civil law, le cadre civil, ça veut dire un cadre de réparation. Donc ça, on ne parle pas d'une infraction, on ne sait pas s'il y a eu lieu d'une infraction ou pas. L'essentiel, c'est qu'il y a eu des préjudices. Et la loi, pour protéger la société, pour protéger la santé, la sécurité et bien sûr de ses citoyens, elle a mis en place en cas de litige hein, pour protéger les, euh, les biens et propriétés de chaque Intérêt. individu, les intérêts effectivement, les intérêts de chaque personne impliquée entre deux personnes, hein, entre deux personnes qui soient physiques ou morales. Donc, et la loi a mis en place un cadre civil, hein, un cadre de litige. S'il y a lieu, donc la loi va intervenir. Donc, et là, c'est ce qu'on appelle la loi civile. Au niveau du Royaume-Uni, chaque accident de travail implique directement un passage par le tribunal. Ce n'est pas le cas nécessairement au Maroc, parce qu'au Maroc, la loi Diana 1812 implique nécessairement le passage dans un premier temps, par une procédure de réconciliation. Donc, avant de passer au cadre pénal ou là au cadre civil par le tribunal.
Donc, et ça, il y a des arguments pourquoi ce passage, parce que contrairement, par exemple, à l'OSHA, où les déclarations officielles sont limitées aux accidents de travail graves, mortels, amputations et autres, nous, on a la possibilité de déclarer n'importe quel accident de travail. Donc, même des blessures. Mais l'idée, c'est que le moment où l'employé estime qu'il n'est pas en mesure de travailler, donc il peut déclarer un accident de travail. Donc, on ne peut pas vraiment autoriser ou voilà, ou obliger, hein, obliger le passage par le tribunal, sinon ça va alourdir la procédure et va retarder même les compensations d'une manière un peu excessive. La loi marocaine exige le passage par une procédure de réconciliation, start tasalluh, entre l'employeur, l'assurance et l'employé victime d'un accident du travail. Si cette réconciliation n'a pas été acceptée parce que la proposition de l'assurance n'a pas été jugée suffisante par l'employé, donc automatiquement, s'il n'est pas signé, accepté, l'employé peut passer à ce passage qui est dans ce cas britannique obligatoire. Donc, en cas de négligence, de dépassement d'une règle, donc voilà, ce monsieur, victime, claimant, on appelle ça claimant, il a cette possibilité de passer par le tribunal, mais il a le droit, il a l'obligation d'abord de démontrer que euh, l'employeur avait une responsabilité envers lui dans le cadre de l'activité qu'il exécutait. Ça veut dire que parfois des accidents qui arrivent surtout dans les trajets, dans les missions, l'assurance peut-être peut avoir des doutes. Est-ce qu'effectivement c'était dans un cadre officiel? Et c'est là où interviennent les ordres de mission. Il faut pas oublier. C'est l'un des moyens de contrôle. Il faut pas aller, par exemple, faire une mission sans vraiment être autorisé avec une documentation. Ça arrive souvent parce qu'on ne sait pas, est-ce que tu voyageais dans le cadre d'un travail ou dans un cadre personnel, et cette personne-là qui est l'assurance, c'est elle qui va te compenser, et on doit justifier que l'employeur avait un contrôle opérationnel, que c'était dans le cadre d'une mission que l'accident a eu lieu. Et que vraiment il y a eu un dépassement de breach d'une règle ou autre, et que c'est vraiment ce dépassement qui a causé l'accident. Bien sûr, s'il y a lieu d'une négligence, d'une contribution dans la négligence, il se peut qu'il y a eu des réductions bien évidemment de la compensation. Donc, et ça, dans le cadre de la loi marocaine, par exemple, la loi 1812, il y a ce qu'on appelle déjà la faute intentionnelle et la faute impardonnable. OK? Donc, qui peut même impacter d'une manière totale la compensation. Une faute intentionnelle, c'est une faute décidée par l'employé. Par exemple, c'est clair dans une industrie que vous n'êtes pas autorisé de conduire un chariot élévateur, et vous avez, par exemple, on écrit, vous avez ça, vous le savez, et l'employeur détient la preuve que vous savez que personne n'est autorisé de conduire, et qu'un jour, peut-être, en tant que manager, en tant que chef d'équipe, et vu un retard du travail, vous avez décidé de conduire le chariot et vous avez eu un accident grave. Donc ça, c'est du contributory negligence. Donc vous avez fait preuve d'une négligence majeure, et peut-être l'employeur va considérer ça comme étant une faute impardonnable. Accéder à une installation électrique, hein, ça arrive souvent les managers, euh, ils accèdent à des installations électriques sans qu'ils soient autorisés. L'employeur n'a pas une procédure peut-être pour autoriser faire une dérogation. Il se peut qu'un accident de flash, un accident de arc électrique ait lieu. Et voilà, donc vous êtes également dans le cadre de la négligence, de faute impardonnable. L'autre faute, c'est la faute intentionnelle. C'est là où vous avez peut-être essayé même de faire un acte malveillant et que vous avez subi un accident.
Donc, le deuxième principe, c'est le vicarious liability ou la responsabilité d'autrui. Ça veut dire que la personne qui va auprès duquel on va demander la compensation, imaginez, vous êtes dans un chantier de travail, un membre du public a été touché par un engin qui se déplaçait même dans la voie publique. Donc là, normalement, le code de la route de la voie publique, normalement, c'est le conducteur, naturellement. Hein, le policier ou le gendarme ou je ne sais pas qui va intervenir. Donc, il va vérifier le permis de conduire. Donc, c'est normalement, c'est l'assureur de la victime, du conducteur qui doit intervenir ou s'il y a négligence, c'est la personne elle-même. Mais vu qu'il travaille que, même s'il s'agit d'une faute de la personne qui conduit le chariot ou votre engin, mais le principe de vicarious liability ou la responsabilité d'autrui implique que c'est la réparation doit être faite par l'employeur. C'est lui qui détient plus ou moins la responsabilité. Et voilà, donc on a vu que dans le cadre d'une poursuite pénale, l'inspecteur du travail doit justifier avec des justifs au-delà du doute raisonnable. Donc il ne doit pas y avoir de doute. Euh, donc, le droit de doute, hein, qu'il n'y a pas d'infraction. Dans le cadre de réparation, on n'a pas cette règle, on a le balance of probabilities. La, la, ça veut dire que il suffit, il y a cette probabilité que l'accident a eu lieu, où le préjudice ou l'impact sur la santé a eu lieu, qu'on va juger que c'est nécessaire de procéder à une compensation. Ça veut dire qu'une personne qui a atteint d'une surdité professionnelle et qu'on peut dire voilà que la personne travaille dans une industrie où le risque de bruit est présent, donc il n'est pas nécessaire que l'employé vienne avec l'ensemble des justifications qu'il était lui-même exposé 8 heures par jour à une forte bruit. Non, il n'est pas besoin de faire tout ça. Donc, il suffit d'avoir cette probabilité que vraiment, oui, dans cette industrie, il y a exposition, euh, par exemple, une industrie minière ou du génie civil ou de carrière. On sait très bien que les gens sont exposés à la silice, à la poussière de silice, donc c'est naturel que des personnes exposées qui travaillent développent des maladies comme la silicose. Donc, on n'a pas besoin vraiment d'aller chercher. C'est à l'employeur de se défendre, mais c'est dans le cadre pénal, par exemple, il va venir avec la fiche d'exposition pour dire attention, la victime n'était pas nécessairement exposée à une dose qui dépasse ce qui est exigé légalement, mais c'est pas suffisant. Ça peut le protéger contre la poursuite pénale, mais ça ne suffit pas pour réduire la compensation. Donc la compensation, peu importe, une fois qu'il y a la probabilité que vraiment cet accident ou cette maladie peut être développée, donc le juge décide sur une compensation. Et dans ce cadre, c'est généralement lorsqu'il s'agit des Commonwealth, là où c'est les précédents, c'est la loi du précédent. Ça veut dire que, et même nous, ça veut dire que parfois on fait référence à ce qu'on appelle la loi au cours de cassation. Donc, si parfois il y a des jugements qui ont été rendus publics au niveau du tribunal de cassation, on prend ça comme étant un précédent judiciaire et tous les autres tribunaux doivent s'aligner avec cette compensation. Parce que parfois c'est différent, hein, on n'a pas tout ça nous au Maroc, même j'imagine dans d'autres pays africains, mais c'est vraiment très fort au niveau de la Royaume-Uni parfois, parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Mais la loi, il cadre, mais il y a beaucoup de possibilités et la loi ne peut pas vraiment rentrer dans toutes les possibilités. Par exemple, un employé qui travaille à titre indépendant
et qui est impliqué dans un accident de travail, notre loi marocaine, il est très simple. Donc, il va chercher qui est l'employeur, est-ce qu'il était assuré ou pas. Donc, et la personne, la victime, va se retrouver dans une situation de faiblesse. Il va pas pouvoir trouver la solution adéquate ou va pas recevoir la compensation nécessaire. Alors, qu'au Royaume-Uni, et même en l'absence de loi, cette precedent judgment, il y a des. Je vais partager avec vous ça, mais c'est pas nécessaire. Mais vous allez voir ça que c'est dans les ressources de votre compte, ça existe. Il y a des cases, ce qu'on appelle les cas majeurs qui reflètent un certain nombre de principes. Des cas majeurs d'accident. Par exemple, là où la telle cour du Royaume-Uni a rendu que une personne, même en travaillant d'une manière indépendante, qui n'est pas dans le cadre de salariat et qui était impliquée dans un accident de travail, va bénéficier des mêmes avantages, des mêmes compensations qu'un salarié. Ça, vous n'allez pas trouver ça dans le cadre légal. Par exemple, dans le cadre de la 1812, qui fait référence au cadre contractuel, au cadre des contrats et des assurances. Donc, euh, ما لقاوهاش facilement. Mais les précédentes, les lois, les décisions prises vont permettre aux juges de faire ça rapidement. Donc, on va faire un certain nombre de questions simples. Par exemple, selon vous, quel type de loi s'intéresse à l'accusé et quel type de loi s'intéresse à la partie victime ou la partie qui a subi un accident de travail? Est-ce que vous avez c'est quel type de loi va s'intéresser à la victime? Rapidement, les amis, on doit faire vite. Le droit civil. La loi civile va s'intéresser à la victime. D'accord? Et la loi pénale, c'est Criminal law. criminal law. Pénal, c'est soit pénal en français ou Pour criminal l'accusé. law criminel à l'accusé. À Effectivement, parce l'accusé, oui. que il y a cette question de punition, cette question et là, c'est beaucoup plus une réparation. Là, on utilise ça où c'est vraiment, on utilise ce qu'on appelle la loi des précédents. Ça veut dire la loi des cas précédents, les jugés, par exemple, dans le cadre des cours de cassation ou des cours, je ne sais pas comment les qualifier ailleurs, ils sont qualifiés ailleurs, mais les hot tribunals, c'est les lois qui peuvent même altérer une décision des lois des tribunaux de première ou seconde instance. Euh, et là, on utilise généralement la loi normale. La loi, c'est pas une décision de tribunal, mais une décision de la loi publiée dans le bulletin officiel. Dans la loi pénale, on utilise quel type de décision, quel type de règles à suivre dans le pénal? Rapidement, s'il vous plaît, juste lancer la. C'est quel type de loi dans le pénal ou quel type de règles? Statute, ça veut dire statute law, c'est la loi qui a été publiée. Qawanin Tchriya, donc ce qui a été publié officiellement dans le pays, dans un bulletin officiel, c'est la loi, c'est le loi, donc, parce qu'on fait référence quand on veut punir une personne, qu'on veut infliger une pénalité. Donc, on fait pas. Donc, un policier, il t'inflige une pénalité par rapport au code de la route. Donc, c'est là où c'est vraiment publié 300 dirhams, un dépassement de vitesse de 30 km, de moins de 20 km à l'heure, c'est l'équivalent de 150 dirhams. Si tu ne payes pas dans la journée, voilà. Donc, ça, on peut pas faire référence à chaque fois à des décisions de vraiment de juge et dire voilà, tu vas payer aujourd'hui 6 000 dirhams, 600 euros parce que dans un cas de dépassement, vous voyez, donc ça, c'est comme ça que ça marche.
Par contre, c'est dans le cas de compensation, les avocats sont forts dans ce cadre. C'est pas uniquement parce qu'ils apprennent, parce qu'ils savent la loi, mais c'est également parce que ils ont un certain nombre de décisions de juges qu'ils peuvent utiliser pour favoriser rapidement la prise de décision la plus favorable de leur victime. Voilà, donc ça c'est simple. Le criminal law, il est principalement c'est le Parlement et civil law, c'est principalement les juges. Qui va initier, on a vu ça, donc on a dit que la loi pénale, c'est principalement donné, ils ont donné l'autorité dans le cadre britannique à l'ICC, mais dans le cadre d'une manière générale, tout ce qui est local, l'inspection du travail ou toute autre entité juridique ou entité les réglementaires qui a ce pouvoir, cette autorité. La partie civile, c'est toute personne affectée, qu'il soit la victime, qu'elle soit un membre du public, toute personne peut demander être réparée, compensée. Donc, on a dit que la loi pénale, c'est toujours l'emprisonnement, paiement des amendes, ou parfois remedial orders, ça veut dire des ordres de réparation. Donc, ça et ça, avant le remedial orders, c'est des lettres de mise en demeure qui sont adressées par l'inspecteur du travail pour demander dans un premier temps juste la réparation. Mais la loi, par la suite, c'est le juge peut demander en même temps le paiement des amendes et de faire une réparation conformément à la déviation. Compensation, bien sûr, c'est le cadre civil. Le criminel, c'est principalement qui va apporter ce qu'on appelle le burden of proof. Là, c'est là où on parle de justifier qu'il y a eu une infraction. Donc, c'est le state, c'est l'État, c'est l'inspecteur du travail qui doit aller vérifier la zone et apporter suffisamment de proof, hein, d'évidence. C'est pas évident, ça c'est la règle pour laquelle on a qualifié ça de burden. C'est le fardeau, c'est un fardeau de la preuve. Et sinon, pour le claimant également, il a besoin d'apporter un certain nombre de justifs. Hein. Le fait de demander à la victime d'aller chez un médecin traitant et avoir un certificat initial à déposer au niveau de l'employeur, c'est un fardeau, c'est un travail qu'on va lui demander. Mais c'est simple. C'est pas la même chose que d'aller vraiment vérifier. Parfois, et ça, c'est pas légal, s'il vous plaît. Un fardeau, c'est une demande, c'est une exigence nouvelle. Les assureurs, parfois, demandent aux victimes d'aller venir avec un témoignage. C'est vraiment pas légal. C'est une décision qui peut par la suite l'employé l'utiliser pour lancer une poursuite judiciaire auprès de l'assurance. C'est pas légal aujourd'hui que l'assureur demande un témoignage. Parce qu'un accident de travail, donc c'est à l'assureur d'aller vérifier. C'est l'assureur qui doit aller vérifier la crédibilité de l'information. Et s'il a suffisamment de preuves que l'accident n'a pas eu lieu, donc il peut rejeter. Mais ce n'est pas à l'accidenté vraiment d'aller. Donc, si l'accident, il y a des cas, bien sûr, réglementaires, en cas d'accident de travail dans la voie publique, il y a le PV de la police. Donc ça, c'est normal. Donc on dort. Si l'accident arrive au sein, et j'ai vu ça en tant que manager, en tant que directeur sécurité, j'ai vu ça plusieurs fois, où hein, je voyais, parce que j'ai changé beaucoup d'entreprises et automatiquement, j'étais exposé à des règles déjà mises en place par les sociétés et j'ai vu que c'était systématiquement le cas. On demandait des témoignages, même si l'accident arrive dans le périmètre, dans l'enceinte de l'entreprise. Donc, voilà, c'est un fardeau. Hein, c'est ça ce que cette loi qualifie de fardeau. Ça veut dire que tu demandes à la victime d'aller demander à un collègue et lui dire viens témoigner auprès de m'aider à témoigner. Voilà, le collègue va pas peut-être accepter, ça va créer des conflits
parce que lui, tu lui demandes de t'aider à faire un témoignage et témoigner contre peut-être un superviseur. Donc, et ça, c'est un fardeau. C'est ça ce qui est qualifié par fardeau, parce que tu compliques la situation de déclaration. Alors, la loi ne l'a pas exigé. S'il s'agit d'un accident de voie publique, il y a des procédures, donc il y a des PV à remettre, mais sinon, c'est à l'employeur de déclarer et de faire ce qu'on appelle un rapport de déclaration d'accident de travail. Aller chercher est-ce que vraiment l'accident a eu lieu. Il y a le comité d'hygiène de sécurité, mais on n'implique pas la victime dans ce cadre de compensation. Je pense qu'il faut bien comprendre ça pour que vous analysez. Au moment où vous allez intégrer une nouvelle société ou autre, il ne faut pas toujours accepter tout ce qui se fait. Parfois, il y a des déviations. Ça dépend. Donc, le temps pour prendre une action auprès du tribunal, dans le cadre de compensation ou de déclarer, ça dépend. Donc, dans le cadre britannique, c'est 6 mois et 3 ans civil et criminel. Ça dépend. Donc, chaque loi au Maroc, on peut attendre les 5 ans pour déclarer une compensation civile. Ça dépend de l'inspecteur. L'essentiel, c'est que ça veut dire tout simplement qu'il y a un délai qu'il faut respecter avant. Un inspecteur du travail qui a visité un lieu ne peut pas venir après une année pour déclarer qu'il y a eu des infractions dans cette entreprise. Donc, rien ne justifie. La force majeure ne peut pas justifier ce délai d'une année. Voilà, donc ici, c'est ce qu'on appelle the duty of care and negligence. Donc, c'est une responsabilité, comme j'ai dit, de l'employeur envers ses salariés et la responsabilité des fabricants envers des consommateurs et des clients. Et là, c'est la loi cadre qui a mis en place des exigences qu'il faut respecter, des limites rouges qu'il ne faut pas dépasser. Et au moment qu'une société s'autorise à les dépasser, donc la loi, elle est là pour vraiment infliger ces pénalités. Pour aider les employeurs à respecter ces règles, il y a des approved code of practice, ça veut dire des règles qu'il faut respecter, des documents qui peuvent aider à faciliter la compréhension. Et voilà, donc c'est tout ce qu'il y a dans le cadre de la loi locale. Par contre, il y a la loi internationale. Hein. La loi internationale, c'est ce qu'on a vu en termes de convention. Et ce qui est rendu principalement, c'est pas la loi internationale en termes de convention, mais c'est principalement la démarche volontaire des sociétés à adopter des règles. Donc, c'est même l'International Labour Organization, il a sa propre norme de management. Donc, ILO OSH 2021. Donc, c'est une norme qui a été inspirée pour développer d'autres normes, notamment celle de la 45001, et qui sont tous basés sur cette règle de mine d'amélioration continue. Donc, on voit que la loi internationale impose dans un premier temps faire une planification, faire une analyse de risque, implémenter un plan d'action et ensuite collecter les informations par rapport à ce qu'on a fait, mesurer les performances par des indicateurs, voir s'il n'y a pas de déviation par rapport à nos objectifs, agir selon les déviations. Si on est sur la bonne voie, on a des bons indicateurs, donc il faut agir et continuer à améliorer. Sinon, s'il y a des déviations par rapport aux objectifs, il faut les corriger et mettre en place un plan d'action et ainsi de suite. Donc, soi-disant toutes les normes internationales qui gèrent les systèmes de management, que ça soit propre à la sécurité, même au début, il y avait l'OSAS, il y avait par la suite, on a la 45001, et même aujourd'hui, on a d'autres normes. Hein, on a d'autres normes qui sont un peu génériques, qui touchent à au social, et il intègre également des règles sur la santé et la sécurité au travail. Donc, ils font tous référence à l'exigence réglementaire. Donc, toutes les normes exigent d'abord le respect, ils vont vérifier le respect des exigences légales. Et s'il y a bien sûr une politique de l'entreprise, il faut la mettre en place.
améliorer le management des risques et voilà, ils assurent qu'il y a une certaine crédibilité derrière et finalement, il assure une certaine synergie entre les différentes activités. Par exemple, si une entreprise a mis en place un système qualité, donc le système qualité va être réamélioré en y intégrant des aspects sécurité. Donc, les normes de management aujourd'hui, vous l'avez sûrement vu, ce qu'on appelle le high level structure, donc le niveau supérieur de conformité. Donc, aujourd'hui, les normes sont alignées sur les 10 chapitres, ce qui permettra d'assurer une certaine synergie. Donc, avant, on faisait ce qu'on appelle les tableaux de correspondance pour assurer cette synergie, mais aujourd'hui, c'est très simple. Il n'y a pas besoin de vraiment, parce que les normes ils ont tous la même structure. Ils ont essayé vraiment même les définitions, de les aligner. Donc, on a intégré dans la 45001 la notion d'abord du risk management, hein, ce qu'on appelle risque, euh, d'une manière générale. Le risque OSH risque, le risque santé sécurité au travail. De cette manière, une entreprise qui a mis en place la 45001 ne va pas uniquement analyser le risque SST lié au danger, ce qu'on peut-être on a fait avant, mais également le risque managérial. Ça veut dire quoi le risque managérial? Ça veut dire que une entreprise qui a mis en place un système de veille réglementaire, il doit également analyser est-ce que mon système est efficace, est-ce qu'il me permet d'identifier l'ensemble des exigences légales. Ma procédure d'analyse de risque, est-ce qu'il est efficiente? Donc ça, c'est un risque. Comment vous justifiez les actions? Est-ce que j'ai fait référence à une norme internationale? Est-ce que, par exemple, mon veille réglementaire, il est basé sur une plateforme reconnue dans le marché ou c'est juste des tentatives de managers d'aller chercher les sites web des ministères et vérifier les publications et tout ça? Donc voilà, c'est le risque managérial basé sur le leadership, sur la politique, la mise en place d'une politique, sur la planification, c'est comme un coach, donc il va planifier d'abord un agencement ou un schéma, hein, le 4-4-1, l'essentiel, il a un schéma à mettre en place, il va analyser les risques, donc le risque profiling pour déterminer quels sont les risques majeurs, quels sont les joueurs adversaires les plus compétents qu'il faut surveiller davantage. Donc, vous l'avez vu, hein, ça suffit pas, par exemple, pour un bon coach de demander à leurs défenseurs d'aller, par exemple, un défenseur par offenseur, donc par autre joueur adversaire. Si tu as un bon buteur de l'adversaire, donc tu peux même choisir 3 défenseurs pour le suivre. Ça, c'est normal. Donc ça, c'est parce que il représente le risque majeur. Donc voilà, c'est le risque profiling. Et ensuite, bien sûr, tu vas implémenter, donc tu vas respecter bien évidemment la poursuite des règles. Tu vas collecter les datas, les informations et mesurer la performance, les performances proactives et réactives. Par la suite, tu dois faire le lesson learned. Euh, Si tu as des ratés, bien sûr, des accidents, des erreurs, en cas d'inspection, tu as des infractions. Donc, et par la suite, faire une revue de tout ça et décider, bien sûr, comment tu vas réagir pour, bien évidemment, améliorer votre système. Voilà, donc il faut apprécier les éléments de la procédure et réduire le risque à un niveau acceptable et adapter le système de management de l'organisation pour supporter également la sustainability et bien sûr s'assurer que tout le monde est impliqué dans la mise en place du système parce que ce n'est pas un système qui est décidé, c'est un système qui est créé en collaboration, en participation, en consultation avec toutes les parties prenantes. Voilà, donc dans ce chapitre, on a appris quelles sont les principales responsabilités exigées par la loi par rapport aux personnes impliquées, euh, qui est la personne responsable. On a vu des lois, des règles,
le vicarious liability, les personnes impliquées pour vérifier la mise en place de ces lois et les principaux points qui sont intégrés dans un système de management de la santé et de la sécurité au travail, selon les systèmes reconnus, la 45001, le SAS, la 26000. Donc, il y a plusieurs normes qui sont alignées tous sur des principes. On a vu dans ce cours le principe majeur qui est celui de la roue de Demine, l'amélioration continue, mais il y a